Donc dans cette vidéo, je vous propose quelques pistes d'analyse sur le sujet le choc des désirs. Alors, un choc, c'est un affrontement plus ou moins violent entre des choses ou encore des personnes. Et effectivement, la formule est facile à comprendre puisque les désirs se présentent à nous non pas sous une forme unifiée, mais dans leur pluralité contradictoire. Souvent, ils se présentent à nous sous forme de tendances qui se font violence, qui se gênent les unes les autres. Alors, il faudrait bien saisir les deux niveaux du sujet. Le niveau subjectif, c'est en nous que le désir agit comme un monstre polycéphale, selon l'expression de Platon, qui court d'objet en objet et dont les tendances sont contradictoires, mais c'est aussi entre nous, dans la dimension intersubjective et interpersonnelle, qui fait que la vie sociale, eh bien, s'apparente souvent à une guerre des désirs. Et donc, ce choc des désirs nous fait craindre individuellement l'éparpillement, l'éclatement de notre subjectivité, mais aussi au niveau social, eh bien, une lutte perpétuelle pour la domination de certains désirs sur d'autres désirs. Alors, une fois que vous avez justifié le sens de l'expression par rapport à la notion, il faut trouver un problème. Un problème possible, c'est celui que je vous propose, consisterait à se demander quelle est notre place à nous sujets dans ce choc des désirs. Ce choc est-il totalement subi ou bien peut-il être agi? Sommes-nous impuissants devant ce choc? Parce que, première hypothèse, la notion de choc est une notion physique, héritée de la mécanique. Et donc, on pourrait penser que ce choc est parfaitement déterminé et nécessaire, et que l'issue en est là aussi parfaitement nécessaire. C'est le désir dominant, tant subjectivement qu'intersubjectivement, qui triomphera de ce choc. Et donc, la subjectivité, comme la vie sociale, est un lieu d'affrontement sans règles et sans régulation possible de nos désirs. Et tous les arbitres qui pourraient revendiquer une forme d'autorité, la volonté, la raison, sont en réalité des spectateurs impuissants. Et donc, dans cette première hypothèse, vous voyez vers quel type de philosophie je m'achemine, vers Spinoza, vers Hume, Hobbes. Cette hypothèse présuppose que les désirs sont un ensemble de forces qui n'est pas unifié et qui s'entrechoquent. Et d'ailleurs, ces différentes tendances renvoient à l'histoire contingente du sujet, au hasard de ces rencontres. C'est par exemple le cas de Natacha dans Guerre et Paix qui rencontre Anatole Kouragine. C'est le cas de la princesse de Clèves qui rencontre le duc de Nemours. Ce choc des désirs, donc il est déterminé par donc cette multiplicité d'événements contingents, mais il peut être aussi déterminé par des exigences multiples qui pèsent sur le sujet. En effet, le sujet se trouve au carrefour de principes multiples et souvent contradictoires. Principe de réalité, principe de plaisir pour la psychanalyse. Ou pour Platon, l'épithumia, l'éros de l'autre. Ou encore le plaisir, la recherche du plaisir ou la recherche du bonheur. Donc, vous voyez, vous pourriez, dans une première partie, montrer que ce choc est parfaitement subi, donc ça supposerait une certaine définition de la nature du désir. Ça supposerait évidemment une critique de toutes les instances qui prétendent le réguler, et ça présupposerait de montrer que eh bien, la subjectivité est ballottée au gré de ses désirs, tout comme la vie sociale est configurée par ce que Frédéric Lordon appelle des désirs maîtres, par la capacité que certains désirs
ont à aligner, à collinéariser d'autres désirs en leur suggérant la légitimité de leur propre désir. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut aussi relever le fait que les chocs, s'ils relèvent de la mécanique, eh bien obéissent en réalité à des lois qu'on peut objectiver et dont on peut se rendre maître par la connaissance. Connaître, hein, c'est cesser de subir, selon le précepte spinoziste. Et on peut s'insérer dans le jeu des désirs en prenant pour principe que seul un désir peut arrêter un autre désir. On peut pénétrer dans cette lutte intestine des désirs en connaissant la logique, pour en faire varier l'intensité, la direction et peut-être l'issue. Et donc là, vous voyez, et ça serait le point d'étonnement, de contradiction, on pourrait se demander si le sujet, ou si même la vie sociale, n'a pas la possibilité d'arbitrer ce choc des désirs. Alors, vous voyez, par la connaissance scientifique des lois immanentes à ce choc, ou encore, et ça serait une deuxième hypothèse en imaginant que le sujet, tout comme la vie collective, tout comme l'entité collective que nous formons tous, eh bien, n'est pas totalement impuissant, qu'il dispose d'une initiative, d'une force additionnelle, capable de s'opposer à certains désirs ou de redoubler la force d'autres désirs. Alors évidemment, en philosophie, du point de vue du sujet, cette force additionnelle, capable de dire non à certains désirs ou de consentir à d'autres désirs, c'est celle du libre arbitre, c'est celle que de la volonté, si je m'en réfère à Descartes dans Les passions de l'âme. Voilà. Certes, le choc du désir est toujours subi, et nous sommes nécessairement influencés par ces chocs contingents. Néanmoins, nous restons libres de la suite que nous donnons à ce choc. Donc, vous voyez, on peut non seulement dire que par la connaissance, mais aussi par la volonté, nous avons la possibilité de pénétrer dans cette lutte intestine pour l'orienter. D'un point de vue intersubjectif, cela pourrait aussi signifier qu'on peut soumettre cet affrontement des désirs à des règles extérieures. Et l'équivalent de cette volonté par rapport au sujet, ce serait, chez Hobbes par exemple, l'État, qui, en arbitre extérieur, canalise la pluralité des désirs en leur apprenant la réciprocité et en cherchant à les rendre compatibles, en faisant en sorte que chaque désir sorte de son unilatéralité et prenne en compte le point de vue du désir de l'autre. Voilà, donc ça serait le passage, vous voyez, au pacte social. Voilà. Et du coup, vous voyez, progressivement, dans cette copie, on arriverait à l'idée que on peut arbitrer ce choc, on peut s'insérer dans cette pluralité pour l'organiser. Mais alors justement, peut-être que c'est là qu'il y aurait une nuance à faire et ça ouvrirait la possibilité d'une troisième partie. Quelle organisation, justement? Quel arbitrage? S'agit-il de transformer le tas des désirs contradictoires en tout cohérent et unifié? Alors vous voyez, ça serait l'hypothèse d'un Paul Ricoeur, par exemple, dans sa philosophie de la volonté. Hein, la volonté, c'est la synthèse justement de la pluralité des désirs divergents. En fonction d'un projet unique et de la recherche plus lointaine du bonheur, là où la recherche parcellaire et confuse du plaisir eh bien, nous mène de projet en projet sans que cela soit véritablement concordant.
Ça serait aussi, en philosophie politique, hein, l'idée de faire d'un tas un tout, ça serait la proposition de Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social, faire en sorte que ces passions, ces désirs singuliers parviennent à se hisser au niveau d'une volonté générale, réussir à faire parler en soi le, le point de vue de l'autre et de l'universalité. Voilà ce que ça pourrait signifier, euh, s'insérer dans le choc des désirs. Mais on pourrait se demander aussi si ce serait peut-être une sortie enfin une conclusion possible si le rôle de la volonté et de la raison n'est pas plutôt de transformer ce choc des désirs, cet affrontement informe, en conflit véritablement structuré. Peut-être qu'il ne s'agit pas de se réconcilier totalement et de viser l'unité, peut-être qu'il ne s'agit pas de mettre au pas toute sa subjectivité ou encore à l'échelle intersubjective toute la vie sociale d'un seul grand désir, mais plutôt de faire dialoguer nos désirs entre eux. Vous voyez, transformer. Vous voyez, moi je verrais bien une dissertation qui progressivement reprendrait cette idée de choc. Au départ, il s'agit d'un choc parfaitement mécanique. Ensuite, on comprend que non, ce choc, il obéit à des lois. Et puis que même, d'un point de vue politique, ça peut devenir un jeu avec des règles. D'accord et donc l'affrontement n'est pas totalement dérégulé. Dans un jeu, il y a bien affrontement entre des parties, mais selon des règles. Et puis on peut comprendre, vous voyez, dans une troisième partie que, en fait, ce choc des désirs, eh bien, notre rôle, c'est de le transformer plus qu'en jeu, c'est de le transformer peut-être en véritable dialogue, sans nier la multiplicité de nos désirs. D'un point de vue, par exemple, politique, c'est très important. On ne va pas forcément demander à l'État de nous mettre au pas d'un seul désir. Et c'est la critique qui a été faite à la volonté générale d'un Jean-Jacques Rousseau. Certains critiques de la Révolution française ont vu un risque de totalitarisme dans ce projet-là. Ce qu'on va demander à la vie politique, c'est d'organiser justement nos différences, d'organiser cette pluralité, de lui donner les moyens de dialoguer, de débattre. Voilà. Et ça, je pense que ça pourrait être tout à fait pensé d'un point de vue subjectif, par exemple avec Françoise Dolto, qui montre que ce qui est important, c'est de permettre à l'enfant de dire son désir, pour en dire aussi toutes les contradictions. Mais ces contradictions, elles vont pas forcément être levées dans une sorte de synthèse supérieure. Mais dans ce dialogue, eh bien, il apprendra aussi la frustration, le compromis, etc. Et le compromis avec les autres aussi. Donc vous voyez, transformer ce choc peut-être en dialogue afin de pouvoir l'arbitrer véritablement. Voilà. Et donc on verrait qu'à chaque moment de la dissertation, bah, c'est aussi le concept de désir qui va se trouver réévalué. Première partie, quand le choc est compris simplement de manière nécessaire et physique, eh bien le désir lui aussi sera compris seulement comme une force. D'accord Dans la deuxième partie, on va voir que le désir, il peut être compris parce qu'il peut être régulé par une force extérieure aussi, comme volonté, par exemple. Et puis dans la troisième partie, on va insister sur la dimension signifiante du désir, s'il est capable de dialoguer. Voilà. Donc, je pense que ce serait intelligent dans cette dissertation qui s'interrogerait, vous voyez, sur la place que nous avons, nous, sujets, dans ce choc. Est-ce que ce choc est complètement subi? Est-ce qu'il est agi? Ce serait intéressant de repenser la notion de choc en parallèle de repenser la notion de désir.